السلام عليكم الزول وين كي راكم دايرين؟ الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم نتكلموا على الجزائر اللي نبغوها، اللي نعزوها، اللي نبغوا عليها الخير والسعادة. Je vais commencer par une petite digression historique. Est-ce que vous savez pourquoi la France, après 132 ans de présence en Algérie, pourquoi il a fallu qu'on la dégage en prenant les armes? Nos aïeux, Rabbi Yarhamhum, et vous savez, hier c'était la fête, la commémoration de cette date très importante dans l'histoire contemporaine algérienne, c'est-à-dire la décision qu'ont pris une jeune génération de militants algériens de prendre les armes pour dégager la France des ténèbres. Car vous savez, la France au sein de l'Hexagone, c'est-à-dire du territoire national français, c'est la France des Lumières, mais la France à l'étranger, c'est la France des ténèbres. Donc ce contre quoi nos révolutionnaires du 1er novembre 1954 se sont battus, ce n'est pas contre la France des Lumières, c'est contre la France des ténèbres. Donc je répète ma question, est-ce que vous savez pourquoi il a fallu dégager la France par les armes? Alors je vais essayer de vous apporter un élément de réponse. C'est parce que cette France qui vivait de ses lumières à Paris, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, avait décidé de ne pas regarder la réalité en face en Algérie. Et la réalité en face en Algérie, c'était quoi? C'était 1 million de colons français qui contrôlaient, qui opprimaient, pour la majorité d'entre eux, 9 millions d'Algériens de religion majoritairement musulmane. C'était ça la réalité. La France des Lumières avait dit, à partir de 1789, ensuite à partir de 1848, où il y a eu le suffrage universel pour les hommes, et ensuite à partir de la 4ème République 1946, qui avait accordé le droit de vote à tous les citoyens, hommes et femmes. Cette France des Lumières refusait d'appliquer ce principe élémentaire aux citoyens musulmans d'Algérie. Il y avait un déni de réalité. Elle ne voulait pas regarder les choses en face. La France considérait l'Algérie comme 3 départements français, mais en refusant d'accorder aux citoyens musulmans de ces 3 départements français le droit de vote égal pour tous. C'est-à-dire que un citoyen algérien musulman devait avoir un droit de vote égal au droit de vote du citoyen français, chrétien ou hébraïque. La France refusait de voir les choses comme ça. Pour elle, l'Algérie, c'était la France, mais à condition que les 9 millions de citoyens musulmans ne bénéficient pas du même droit politique et civique que les colons d'Algérie. C'est uniquement et essentiellement, d'après moi, l'origine du conflit qu'il y a eu entre la France des Lumières à Paris et la France des Ténèbres à Alger, à Khanchla, à Tindouf, à Tamanrasset, à Illizi. Et c'est ce qui a coûté la guerre d'Algérie. 1,5 million de morts du côté algérien et 26 à 28 000 soldats français du côté français. Donc vous voyez, ça coûte cher le déni de réalité. Le déni de réalité coûte très très cher. Alors, j'ai regardé sur Internet que signifiait finalement une personne ou un État qui refuse de regarder la réalité en face. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle le dénialisme ou dénégation. Voilà, quand on ne veut pas regarder, tellement c'est douloureux, tellement ça coûte cher de regarder la réalité en face, on préfère mettre un voile devant soi. C'est ce qu'a fait la France en Algérie. C'est pour ça que la France a perdu l'Algérie, a perdu le peuple algérien, à cause de son refus de regarder la réalité en face. Alors en psychologie, on dit que le déni, c'est le choix d'une personne de nier la réalité pour éviter d'admettre une vérité dérangeante. Ouais, ça fait mal, hein? Et on met beaucoup de temps à s'en remettre en général.
Et le déni est un comportement humain fondamentalement irrationnel, c'est-à-dire il n'est pas rationnel, c'est pas logique, qui consiste à refuser la validation d'une expérience ou d'un événement historique. Là, je vous ai parlé du fait qu'il y avait 9 millions euh, de musulmans en Algérie contre 1 million de Français, mais qu'on n'a pas voulu donner les mêmes droits aux musulmans que ceux qui étaient attribués aux Français chrétiens ou juifs. Donc, c'est le fait de refuser la validation d'une expérience ou d'un événement historique lorsqu'une personne ou un État refuse d'accepter une réalité vérifiable empiriquement. Ça veut dire quoi, vérifiable empiriquement? C'est quelque chose qu'on peut vérifier par l'observation. Voilà, on voyait bien qu'en Algérie, il y avait des musulmans, il y en avait 9 millions, il y avait à côté, en face, 1 million de chrétiens et de musulmans. C'était vérifiable. Juste en regardant, juste en écoutant. Alors, notre ami Freud, vous connaissez Freud, le fondateur de la psychanalyse. Que disait-il en 1927? Il disait que le déni de réalité désigne un mode de défense qui consiste en un refus par le sujet, un homme, un diplomate, un gouvernement ou un État, de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante à laquelle il est incapable de répondre de manière adéquate. En clair, quand c'est tellement dur de reconnaître quelque chose de grave, comme tout d'un coup réaliser que finalement, oui, l'Algérie, c'était 3 départements français sur le papier, mais dans les faits 5 fois par jour, ils disent Allahu Akbar, alors que les Français, les Européens, les chrétiens, on va dire, c'était une fois par semaine le dimanche, et les Juifs, c'est Shabbat le samedi. Donc, c'est traumatisant de tout d'un coup de se rendre compte que les ancêtres des musulmans d'Algérie n'étaient pas les Gaulois, mais c'était plutôt le prophète Mohammed salam et les 4 califes et Sahaba, les compagnons du prophète. C'est pas la même chose, vous savez, c'est pas la même histoire. Et ça, c'est traumatisant. Et quand on a du mal à accepter cette réalité traumatisante, on préfère mettre un voile. Et je crois que c'est ce qui est en train de nous arriver à notre tour. Quand je dis nous, évidemment, je parle des Algériens. Nous sommes en train de reproduire la même erreur que la France coloniale pendant 130 ans. C'est-à-dire, on refuse de regarder la réalité en face. Et cette réalité en face, c'est quoi? C'est que le peuple algérien, en 2025, n'est pas un peuple de moutons. C'est un peuple maintenant, alhamdoulilah, qui a été à l'école. Grâce à Dieu, depuis 1962, il y avait un énorme travail d'alphabétisation du peuple algérien qui a été fait, aussi bien les hommes que les femmes. Et on ne peut pas manipuler le peuple algérien comme on l'a manipulé pendant 6 décennies. Alhamdoulilah, l'homme, chef de série, il est conscient. Mais l'État algérien ne veut pas regarder cette évolution du peuple algérien. On ne peut pas le manipuler comme au temps de feu Ouali Boumedienne. On ne peut pas le manipuler comme au temps de feu Chadi Benjedid jusqu'en 1988. Aujourd'hui, il faut discuter avec le peuple algérien. Il faut essayer de lui dire la vérité. Le peuple algérien, il a Internet, il a le téléphone, il voit un peu ce qui se passe à travers le monde entier. Il est conscient des réalités. On ne peut pas simplement l'endormir avec du populisme, de la propagande et des éléments de manipulation psychologique qui pouvaient être efficaces, efficients pendant 6 décennies, mais maintenant, ce n'est pas possible. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, l'État algérien, les institutions algériennes, et le thème du jour, vous avez compris, c'est la diplomatie algérienne, continuent à ne pas regarder la réalité en face. Et le fait de ne pas regarder cette réalité traumatisante en face, c'est-à-dire l'aspiration du peuple algérien à être libre, bien sûr dans le cadre de la loi, à respecter sa dignité, à être conscient des enjeux internationaux. Vous savez que le monde est en train de changer depuis
la guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis le 24 février 2022. Tout s'est bousculé. Vous voyez bien qu'il y a un nouveau président aux États-Unis qui veut imposer la domination américaine au monde entier. Ce n'était pas le cas sous Biden, sous Obama, sous Clinton, sous Trump. La donne a changé. Et le peuple algérien en est conscient. On voit bien que tout est en train de changer. Tout est en train d'être bousculé, bouleversé, atomisé, c'est-à-dire réduire en poussière. Voilà ce qui est en train de se passer, et voilà ce que le peuple algérien, mais c'est Faramba de façon générale, a pris conscience de cette réalité complexe, dangereuse, et peut-être même, si on n'y prend pas garde, suicidaire pour notre pays et pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Alors je reviens à la réalité brute, la réalité traumatisante, et pour étayer mon propos, je vais vous prendre un exemple tiré du sport, et notamment d'une discipline que les Algériens affectionnent tant, c'est-à-dire le football. Allez, bismillah. Novembre 2023, est-ce que vous vous en souvenez? Novembre 2023, je parle aux passionnés de football. Vous savez que le football n'a pas de frontières. Vous avez bien vu que quand il y a un match du Classico entre le Real et le Barça, vous avez pratiquement le monde entier qui suit ce match pourtant, qui concerne uniquement, en tout cas sur le papier, le peuple espagnol, le championnat espagnol, Real de Madrid, Barcelone. Pourquoi ça intéresserait des Européens? Bon, encore que c'est en Europe, l'Espagne. Pourquoi ça intéresserait des Africains, des Asiatiques, des Américains? Normalement, ça ne doit intéresser, ça ne devrait intéresser que les Espagnols et, à la rigueur, les Européens. Et pourtant, combien d'Algériens n'ai-je pas rencontré dans les avions lorsqu'il y avait un match du Classico qui allait passer le week-end à Barcelone ou à Madrid pour vivre cette expérience du Classico. Ça m'étonnait à l'époque. Je me dis, comment ça se fait que vous allez passer uniquement un week-end à Barcelone ou à Madrid pour voir un match? Je me dis, mais oui, tu te rends pas compte, Rachid, c'est le Classico. Le Classico. Alors revenons à cette référence footballistique. Novembre 2023. La France a pulvérisé Gibraltar. Vous savez, Gibraltar, ça se trouve en Espagne, dans le sud de l'Espagne, vous êtes au courant. C'est un morceau anglais, britannique, au sud de l'Espagne. C'est la même chose que Ceuta et Melilla pour le Maroc. Vous savez que Ceuta et Melilla sont des morceaux d'Espagne en plein territoire marocain, au nord, pas dans le sud. Au sud, vous savez, il y a le Sahara occidental. Mais vous avez remarqué que nos frères marocains ne parlent jamais de ces territoires marocains sous domination espagnole depuis déjà 500 ans. 500 ans, c'est énorme, 500 ans. Mais on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas car c'est l'Espagne, c'est une puissance ibérique importante qui fait partie de l'Europe et nos frères marocains ne veulent pas chatouiller nos voisins méditerranéens espagnols. Donc, nos frères marocains, ça ne les dérange absolument pas qu'il y ait le drapeau espagnol à Ceuta et à Melilla. Non, c'est autorisé par Sa Majesté. Oui, c'est pas grave. Mais quand Rachid Nekaz propose que le Sahara occidental soit géré provisoirement pendant 10 ans et par l'Algérie et par le Maroc, alors là, c'est les insultes, c'est les critiques, c'est les anathèmes, les menaces. Ouh là là, mais qu'ai-je dit? Mais qu'ai-je dit? Normalement, le drapeau d'un pays frère, musulman, berbère arabophone ne devrait pas déranger un peuple frère, musulman, berbérophone et arabophone. Ben non, ça dérange. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. C'est que mon idée personnelle. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas l'idée de l'armée algérienne, ce n'est pas l'idée du gouvernement algérien, ce n'est pas l'idée de l'État algérien. C'est juste l'idée d'un simple citoyen algérien panafricaniste qui veut juste apporter sa contribution pour essayer de résoudre ce problème-là, de la même façon que j'ai essayé d'empêcher qu'il y ait une guerre civile au Sénégal. Oui, oui, tout à fait.
modestement, eh oui, votre humble serviteur a contribué à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile en étant un médiateur entre la présidence sous Macky Sall et les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, actuellement respectivement Premier ministre et président du Sénégal. Donc, je reviens. Nos frères marocains, ça ne les dérange pas qu'il y ait le drapeau espagnol. Il n'y a pas le drapeau marocain à côté. Tout seul. Le drapeau espagnol triomphe à Melilla et triomphe à septembre. Et 40 millions de Marocains, pas de problème. Je reviens au match. Je mélange un peu football et politique et diplomatie. À échelle humaine, bien sûr, à échelle citoyenne. Donc, novembre 2023, la France a pulvérisé Gibraltar, morceau britannique en plein cœur de l'Espagne. Vous imaginez? Alors, les Espagnols, ça fait tellement longtemps, depuis Nelson, depuis l'époque de Nelson, qui essaie de reprendre Gibraltar. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre le drapeau espagnol au sud de leur pays, l'Espagne. Oui, c'est comme ça, il y a des bizarreries sur Terre. Allez, je reviens à nouveau au match. La France pulvérise Gibraltar et signe la plus large victoire de son histoire. Et devinez combien? Article de l'équipe. 14-0. 14-0. La France pulvérise Gibraltar en novembre 2023. 14-0. Précédemment, le record de l'équipe de France de football, c'était contre l'Azerbaïdjan. La capitale, c'est Bakou, vous la connaissez. Énorme gisement de pétrole à Bakou, dans le Caucase. Et c'était 10-0. Mais là, en novembre 2023, 14-0, la France a battu Gibraltar. C'est la plus large victoire de son histoire. 14-0. Ah, je crois que vous avez compris pourquoi j'ai choisi cette référence sportive, footballistique. C'est parce que notre pays a connu la plus large défaite. On a été pulvérisé à l'ONU. Je dis bien pulvérisé. La diplomatie algérienne du général en chef, Ahmed Attaf, a été pulvérisée à l'ONU au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025. Pulvérisé. Nous avons été pulvérisés. Regardez, 11 pour la résolution américaine qui reconnaît l'autonomie, le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental comme base de discussion pour résoudre définitivement le problème du Sahara occidental. Donc 11 ont soutenu la résolution américaine, 3 se sont abstenus. Donc quand on additionne 11 plus 3, ça fait 14. Et vous voyez, regardez le général Ahmed Attaf, au lieu de marquer un but pour dire non, comme ça on aurait eu 13-1, il a préféré fuir en race campagne. Il a fui ses responsabilités. Eh oui, il a fui. Vous connaissez comment on dit, au lieu d'affronter devant la terre entière cette défaite avec les honneurs, non. Il a préféré terrible. Donc 14-0. Voilà ce que nous avons vécu, nous, Algériens. C'est notre diplomatie algérienne qui nous a humiliés, comme Gibraltar avait été humilié par la France en novembre 2023 lors du match de football. France-Gibraltar, le général en chef de la diplomatie algérienne nous a humiliés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, nous, on n'a même pas voulu mettre un but. Au moins, on aurait fait 13-1. Alors, il y avait qui dans ce Conseil de sécurité? Vous savez, il y a les 5 membres permanents, ceux qui ont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. États-Unis, Russie, Chine, Angleterre et France. Ceux-là, ils ne bougent pas. C'est un peu comme ce que veut faire notre ancien Premier ministre algérien, Abdelaziz Belkhadem. Il veut plus de limitation de mandat. Il veut que le président, le député, le sénateur soient élus à vie. Voilà, pas de limitation. Et ben, vous savez, il y en a 5 qui sont
élus à vie. Angleterre, URSS, Russie, Chine, Angleterre, France. Ah, ceux-là, ils bougeront jamais du Conseil de sécurité des Nations Unies tant qu'il n'y aura pas une nouvelle guerre mondiale. Ah, ben ça bouge pas. Voilà, c'est le rêve de tous les chefs d'État africains d'être élus à vie comme les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et en plus de cela, ils ont le droit de vie et de mort sur toute résolution qui est présentée au sein du Conseil de sécurité, qui compte 15 membres. Donc, ces 5-là, élus à vie, un peu comme des rois, c'est des rois modernes, voilà, c'est des rois du droit international. Voilà. Et comme c'est eux qui ont défini le nouveau règlement international depuis 1945, bah, évidemment, ils se sont attribués la part du gâteau. C'est ce qu'a du mal à comprendre le général en chef de la diplomatie algérienne. Le droit international, ce n'est pas une abstraction. Ça a été écrit, imposé par 5 rois. États-Unis, Russie, Chine, Angleterre et France. C'est eux qui ont fixé les règles du droit international. C'est eux, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Vietnam, c'est pas le Mozambique, c'est pas l'Italie, même si on a de bonnes relations avec l'Italie, c'est pas la Turquie, même si on a de bonnes relations avec la Turquie. Non, c'est ces 5-là. Donc c'est eux qui décident de ce qui est bien ou mal. C'est eux qui décident s'il doit y avoir une intervention armée dans un pays ou pas. C'est eux qui décident si quelqu'un doit se retirer d'un pays ou pas, comme dans le cas de l'Irak. Et même s'il y a quelqu'un qui n'est pas content au sein du Conseil de sécurité, qui dit non, il ne faut pas déloger Saddam Hussein du Koweït, eh ben les États-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut dire au droit international, je m'en fous. Et il envoie son armée, il bombarde et il tue 1 million de personnes. Voilà. Et ça, l'Algérie, comme la France pendant la colonisation, ne veut pas regarder ça en face. Parce que c'est traumatisant. On n'est rien, nous, Algérie, tout seul. On n'est rien. Même si on achète des chars, des avions, des jumelles, des petits drones. Mais on pèse rien tout seul. Le jour où on comprendra qu'on n'est rien tout seul et qu'il faut s'allier avec d'autres pour résister à des menaces qui pourraient se produire, ce jour-là, on acceptera de regarder la réalité en face et on va se mettre au travail. Mais apparemment, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Donc je reviens au score 14-0. 14-0. Que l'Algérie a fui. Ben oui, notre général en chef de la diplomatie algérienne a dit à son représentant à l'ONU, c'est ça l'Algérie, la diplomatie algérienne 2025. C'est l'harbatzlik. Alors, je vous ai parlé des 5, maintenant on va parler des autres, évidemment. Donc, dans les autres, vous savez, il y en a 10 qui sont élus pour un mandat de 2 ans. Après, il faut qu'ils prennent leurs valises et rentrent à la maison. C'est ce qui va se passer pour l'Algérie le 31 décembre 2025. Ben oui, on a eu le temps pendant 2 ans de faire du travail. Mais nous, on a préféré faire de la poésie plutôt que de faire du lobbying. Mais oui, on adore la poésie, nous, en Algérie. On pense que la poésie nous dédouane de faire de la diplomatie. Chose que les Marocains ont bien comprise. Eux font de la vraie diplomatie. Du vrai lobbying machiavélique. Certes, mais c'est efficace. Nous, on fait de la poésie. C'est très joli, c'est très beau, mais c'est totalement inefficace. Donc, l'Algérie, Guyana, Sierra Leone, c'est un pays africain, vous êtes au courant, Sierra Leone, Corée du Sud, Slovénie. Ça fait déjà 5. On continue. Danemark, Grèce, Pakistan, grand pays musulman, le seul pays musulman nucléarisé, Panama et Somalie. Somalie, c'est l'Afrique. Vous savez que l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Donc là, nous avons Sierra Leone et Somalie, qui sont 2 pays africains. Donc 2 tout petits pays africains. Hein. Et ce n'est pas être arrogant que de dire de tout petits pays africains, ravagés par des guerres civiles pendant tellement longtemps. Donc normalement, l'Algérie... solidarité africaine oblige, aurait dû sans aucun problème obtenir le soutien pour défendre sa position et dire non à la résolution américaine. Parce qu'à défaut de pouvoir
peser sur les virgules et les mots et les adjectifs de la résolution américaine. On aurait pu, grâce à un lobbying important, je vous rappelle qu'on vient d'organiser en septembre dernier un grand forum intra-africain du commerce, où nous avons eu, je crois, 5-6 chefs d'État africains qui étaient présents sur 54. C'est pas mal, c'est pas mal. Baraka Faklil, comme on dit chez nous. Ça fait à peu près 10%, 10-12%. Donc normalement, on aurait dû faire du lobbying. Surtout que ces pays-là, Sierra Leone est membre non permanent du Conseil de sécurité en même temps que nous, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2024, et la Somalie est entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier 2025. Donc on a eu le temps de faire du lobbying. Avec notre général en chef de la diplomatie algérienne, il aurait dû aller prendre son avion et rencontrer le président somalien, le président de Sierra Leone, le ministre des Affaires étrangères, bref, faire un vrai lobbying, quoi. Voilà, invisible, hein, sans caméra. Voilà, parce qu'on est le plus grand pays d'Afrique, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va y aller, on va y arriver gentiment, hein. Gentiment, gentiment. Alors, warrak. Ah, on a vraiment une très très belle diplomatie. Hein. Alors, vous savez que l'Algérie, je viens de vous le dire, depuis le 1er janvier 2024, fait partie du Conseil de sécurité en sa qualité de membre non permanent. Et on a été élu, alhamdoulilah. D'ailleurs, tous les médias algériens et même étrangers ont dit, Masha'Allah, Conseil de sécurité de l'ONU, pour la première fois, l'Algérie élue membre non permanent. À vrai dire, c'était la 3e fois. Vous savez, les journalistes, ils font des erreurs de façon coutumière. Voilà. Et on a été élus. Et ça date du 7 juin 2023. Là, ce sont nos partenaires turcs que aiment beaucoup M. Abdelaziz. Comment il s'appelle? À chaque fois, j'ai du mal, vous savez. Je ne sais pas pourquoi son nom, j'ai du mal à m'en souvenir. Alors que je viens de vous le dire tout à l'heure. Abdelaziz, comment il s'appelle? Belkhaden, pardon, excusez-moi, hein, il va avoir 80 ans là dans 6 jours. Le 8 novembre, bon anniversaire, 6 jours avant, bien sûr. Vous savez que lorsqu'il était chef du gouvernement, il a donné à nos Turcs 100% de la société, du capital social de la société Tosyali Algérie, qui va exporter en 2026 4 milliards de dollars d'acier et 0 centime pour l'Algérie. On a l'habitude. Il faut dire merci à notre grand Premier ministre, M. Abdelaziz Belkhaden. Voilà, il a donné 100% du capital social aux Turcs et l'Algérie à 0%. Voilà. Nous, on adore, on donne. Sadaqa. Donc voilà, ça c'est les Turcs. Voilà, ils ont dit que l'Algérie a été élue au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc en sa qualité de membre non permanent. Et ils ont dit que le pays a obtenu 184 voix. Non, mais attendez, c'est énorme, attendez, hein, énorme. 184 voix sur 193. Et dans toute la presse algérienne, ils ont présenté ça comme un exploit énorme, énorme. L'Algérie, masha'Allah, 184 voix sur 193. C'est magique, hein? Extraordinaire. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des règles, c'est-à-dire, ça tourne, c'est une présence tournante. Chaque continent a le droit d'avoir 2 représentants. Donc c'est un peu normal. Voilà, ça tourne. Tac, 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 ça tourne. 2 représentants, mais de façon pair-impair. Là, par exemple, exceptionnellement, on est 3, Algérie, Sierra Leone, Somalie, mais comme on va rentrer à la maison avec la Sierra Leone le 31 décembre 2025, il y en a 2 autres qui vont nous remplacer. Voilà. Et je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, le 7 juin 2024, il y a le Pakistan, Somalie, Panama, Danemark et la Grèce qui ont été élus au Conseil de sécurité des Nations Unies. À vrai dire, c'est gagné d'avance. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez. Voilà, ça, c'est les 5 pays qui ont été élus le 7 juin 2024 pour commencer leur mandature à partir du 1er janvier 2025. Vous voyez? Pakistan, Somalie, Panama, Danemark et Grèce. Alors, on va vous montrer tout ça. Alors, bismillah. Les 10 sièges non permanents, dont je viens de vous parler, en dehors des 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Donc, les 10 sièges non permanents du Conseil de sécurité sont répartis entre 4 groupes régionaux. Vous avez l'Afrique et l'Asie, l'Europe de l'Est, Amérique latine et Caraïbes, et Europe occidentale et autres États. Voilà, 5. Cette année, les candidats se sont disputés 5 sièges dans 3 groupes régionaux.
2 pour l'Afrique et l'Asie-Pacifique, donc un chacun. C'est pour ça que nos amis somaliens sont rentrés. 1 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et 2 pour l'Europe occidentale et les autres États. Voilà. Et les membres nouvellement élus ont été soutenus par leurs groupes régionaux respectifs. Voilà, donc c'est l'Afrique qui soutient le Somalie, ou l'Afrique qui soutient l'Algérie et la Sierra Leone. Voilà, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc nous, vous avez vu, on a eu 184 voix sur 193, donc c'est énorme, hein, c'est masha'Allah. Hein. Ah ben, on va voir juste à titre d'information combien ont obtenu les autres. Alors, le Pakistan a obtenu 182 voix, hein, pas mal, hein, Pakistan. Et la Somalie, 179 voix. Oh là là, mais c'est un miracle, 179 voix. C'est beau, hein? Nous, on a eu 184 voix. Donc, vous avez compris, c'est une formalité. Regardez, Somalie, 179 voix. Mais alors, vous verrez dans la presse algérienne, l'Algérie, 184 voix. Donc, c'était un exploit. Alors que c'est une formalité. C'était acquis d'avance. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est important de préciser certaines choses. Regardez. La Somalie élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez, même la Somalie était élue, vous imaginez. Alors qu'on lui a enlevé une partie de son pays, hein, attendez, ça peut nous arriver. Hein. Parce que là, le Sahara occidental, vous avez vu nos frères marocains, ils parlent déjà de Sahara oriental, Bachar, Tindouf. Ne rigolez pas, ne sous-estimez pas ce genre de déclaration, car la Somalie, on lui a volé une région, Somaliland. Eh oui, ne rigolez pas. Regardez ce qui s'est passé à la Yougoslavie. Regardez ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. Ça s'est effondré. Les États ne sont pas éternels. Les États ne sont pas éternels. Là, parce qu'on a du gaz et du pétrole, on peut financer 20-25 milliards de dépenses militaires par an. Mais le jour où il n'y aura plus de gaz et de pétrole, avec quoi on va pouvoir consolider l'unité nationale? Avec quoi on va pouvoir convaincre le peuple algérien de se battre pour son pays et pas se battre pour sa pomme, quitte à se suicider en mer Méditerranée? 517 morts chaque année. 517 morts, hommes, femmes, enfants, bébés, préfèrent mourir en mer Méditerranée plutôt que mourir pour l'Algérie. Soyons prudents. Prenons au sérieux ce qui est en train de se passer. La Somalie a été privée d'une région très importante. À l'époque, elle était italienne, région italienne, sous domination italienne. Et sous domination britannique, vous savez que ça a été partagé entre les deux. Donc le Somaliland aujourd'hui, depuis 1994, a été séparé de la Somalie à cause d'une guerre civile. Et vous savez qui a entretenu cette guerre civile? Vous êtes au courant? Attention. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la Somalie a été élue avec 179 voix. Donc vous voyez, c'est une formalité. Alors, Besmellah. Vous savez, quand l'Algérie a été élue avec 184 voix, le général en chef de la diplomatie algérienne, M. Ahmed Attaf, avait mis en avant la relation enracinée entre l'Algérie et l'ONU. Regardez. Une relation enracinée entre l'Algérie et l'ONU. Donc en clair, on a gablé de l'ONU. En gros, l'Algérie est comme un poisson dans l'eau à l'ONU. Ben oui, on a une histoire tellement belle. 1974, l'Algérie présidente de la 29e Assemblée Générale des Nations Unies. Oui, c'est là où on a fait reconnaître Yasser Arafat et l'OLP comme organisation, donc reconnue par l'ONU, comme observateur aux Nations Unies. Ensuite, à Alger, 15 novembre 1988, c'est à Alger qu'a été proclamé l'État palestinien. Et l'Algérie était le premier pays à reconnaître la Palestine, l'État de Palestine. En 2012, la Palestine a été reconnue comme État observateur aux Nations Unies. Donc c'est vrai qu'on a une longue histoire avec l'ONU. Mais ça, c'était avec les anciens. Regardez, M. Ahmed Attaf met en avant la relation enracinée entre l'Algérie et l'ONU.
C'est-à-dire que nous ne jurons que par l'ONU, que par la doctrine de l'ONU. Ce n'est pas nous qui avons défini la doctrine de l'ONU. C'est les États-Unis, l'URSS, la Chine, l'Angleterre et la France. Nous, on a bénéficié de la doctrine de l'ONU au moment de la guerre de libération, mais on ne l'a pas définie. Donc là, on s'approprie quelque chose qui ne nous appartient pas et qui a été défini par d'autres. Et d'ailleurs, ce populisme diplomatique de notre général en chef de la diplomatie algérienne, on a vu ce que ça a donné. Le 31 octobre, dépêche de l'APS, agence de presse algérienne, l'Algérie refuse de participer au vote sur le projet de résolution sur la Minurso, car étant en deçà de ses attentes. Ah bon? Parce que nous, on a des attentes, non? Bah, c'est l'ONU, il faut participer. Voyons, même si on est tout seul, nif, il faut participer. Car M. Ahmed Attaf a dit que l'Algérie et l'ONU ont une relation enracinée. Donc, quand on a des relations enracinées, comme disait Al24 News, bah, il faut assumer, voyons. Il faut participer au vote. Il faut donner l'exemple que nous sommes un bon élève. Nous sommes respectueux de la doctrine de l'ONU, des résolutions des Nations Unies. Voyons, monsieur Ahmed Attaf, il faut voter, voyons. Il ne faut pas faire le harbatslek. Vous savez, les traces sont là. Hein. Comment vous pouvez dire qu'on a une relation enracinée avec l'ONU, puis après, dès qu'il s'agit de voter, alors qu'on est membre non permanent au Conseil de sécurité, vous fuyez. Fugitif. La diplomatie fugitive. Ah non, il faut respecter l'ONU. Surtout quand on a été élu par 180... Ah, 183, j'ai oublié. Hein. 184 voix. Il y a 184 pays qui ont voté pour que l'Algérie fasse partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il faut assumer, voyons, il faut respecter le vote des États qui font partie de la communauté internationale. 184 pays ont fait confiance à l'Algérie pour être membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc il faut voter, il ne faut pas fuir, sinon ils ne vont plus voter pour nous la prochaine fois dans 20 ans ou dans 25 ans. Voyons, M. Ahmed Attaf, il faut respecter l'ONU, il faut respecter la Charte des Nations Unies, il faut respecter les autres États, les 184 États qui ont voté pour l'Algérie. Oui, et puis il faut montrer vos talents surtout. Ben oui, parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est les mots, c'est la capacité à convaincre, c'est la capacité à apporter des arguments, c'est la capacité à rassembler, c'est la capacité à trouver un consensus. C'est ça la diplomatie. Chose que savait très bien faire feu Cherif Guellal, feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, feu Mohamed... non, il est encore vivant. Allah est le Mohamed Bejaoui, feu Sidi Ahmed Rouzali, et bien d'autres, même feu Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Il savait convaincre. C'est l'Algérie qui a fait exclure l'Afrique du Sud des Nations Unies en 1974. Et aujourd'hui, on ne vote pas, c'est ça? On ne vote pas. On refuse de voter. Parce que c'était en deçà de nos attentes, c'est ça? Mais c'est quoi vos attentes? Vous êtes payé par l'État algérien pour être brillant, pour être un diplomate hors pair, pour développer des arguments, convaincre et rassembler afin qu'il y ait un consensus autour d'une résolution qui tient à cœur notre pays. Et vous savez, les deux sujets les plus importants, la Palestine et le Sahara occidental. Donc là, sur un des deux piliers de la stratégie diplomatique algérienne, vous avez refusé de voter en avançant un argument d'enfant capricieux de 4 ans, en deçà de vos attentes. Mais il faut dire parce que vous n'avez pas été capable d'argumenter, capable de convaincre, capable de développer un consensus avec les 14 autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc comme vous avez été médiocre, vous avez préféré fuir en race campagne, en plein milieu du combat diplomatique
alors que le peuple sahraoui nous fait confiance pour le soutenir, alors que le Polisario nous fait confiance, car le Polisario ne fait pas partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, en quelque sorte, l'Algérie était la représentante des intérêts et du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, et nous l'avons trahi. Oui, nous l'avons trahi à cause d'un argument d'un enfant de 4 ans capricieux. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est quand ça nous arrange, on vote, et quand ça ne nous arrange pas, quand on est incapable, quand on est médiocre, on ne vote pas. Donc, pour le Sahara occidental, on n'a pas voté, mais en février 2024, pour Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a présenté une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties à Gaza. Vous vous en souvenez? Février 2024. Février 2024. Site officiel des Nations Unies. Vous voyez, site officiel des Nations Unies. Donc là, l'Algérie a pondu un texte, une résolution. L'Algérie a essayé de convaincre. Bon, c'était facile entre nous, hein. Demander un cessez-le-feu humanitaire en pleine guerre, alors que des civils, des enfants, des bébés, des vieillards mouraient devant les télévisions du monde entier. C'était facile. Oui ou non? C'était facile. Et d'ailleurs, c'était tellement facile qu'il y a eu 13 pays au sein du Conseil de sécurité qui ont voté la résolution de l'Algérie. Donc bravo. Bravo. Au moins, c'était du boulot, ça. Bravo. Vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre job. C'est ce qu'attendait le monde entier, ce qu'attendait en particulier le peuple algérien. Il y a eu un vote contre et une abstention. Alors l'abstention, c'est l'Angleterre. Vous n'avez pas réussi à convaincre l'Angleterre. Pourtant, le général en chef de la diplomatie algérienne, M. Ahmed Attab, était le dernier poste qu'il avait eu avant d'être nommé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la tête de la diplomatie algérienne. C'était ambassadeur d'Algérie à Londres. Bon, comment ça se fait? C'était votre dernier poste. Vous étiez à Londres jusqu'en 2004, 2003, 2004, et vous n'avez pas réussi à convaincre l'Angleterre pour un cessez-le-feu humanitaire, le truc le plus facile, la résolution la plus facile à imposer, car c'est humain. Qui ne veut pas que des civils puissent vivre un moment de paix? Qui? Normalement, c'est archi facile à vendre. Donc l'Angleterre, votre dernier poste, vous n'avez pas réussi à convaincre l'Angleterre pour cette résolution qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et le pays qui a voté contre, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Eh oui, les États-Unis. Et pourtant, on leur a donné 30% du pétrole algérien à Hassi Barkin avec Occidental Petroleum. Mais oui, on a même renouvelé ça. Monsieur Mohamed Arqab a renouvelé pendant 25 ans plus 10, c'est-à-dire pendant 35 ans, il a renouvelé la participation de Occidental Petroleum qui a racheté Anadarko. Je vous rappelle que Mohamed Arqab, au début, il a dit maintenant, non, on va exercer le droit de préemption, ça va appartenir à 100% à l'Algérie. Baderouello. Donc Mohamed Arqab, il a fait un cadeau à Occidental Petroleum le 19 juillet 2022 pendant 25 ans. Il a fait le cadeau donc aux Américains, à Total. Total, c'est 24 milliards de cadeaux sur 25 ans, 24 milliards de dollars, c'est 12 millions de logements. Et à Eni, l'italien. Vous connaissez, c'est une entreprise corrompue comme Total. Donc, Mohamed Arqab, ministre de l'Énergie, a renouvelé pendant 25 ans le contrat donc, dans le gisement pétrolier de Hassi Barkin aux Américains, donc l'américain Occidental Petroleum. C'est 300 000 barils jour. 30% de la production algérienne de pétrole. 300 000 barils jour. Normalement, ça nous appartient à 100%. On a préféré faire un cadeau. Vous savez combien ça représente sur 25 ans? C'est le double de la part réservée aux Français, c'est-à-dire 48 milliards de dollars. Cadeau. 48 milliards de dollars sur 25 ans, c'est-à-dire 24 millions de logements pour le peuple algérien. Donc Mohamed Arqab a fait un cadeau de 24 millions de logements pour le peuple algérien aux Américains.
48 milliards de dollars sur 25 ans, sur la base d'un prix du baril à 70 dollars. Eh bien, écoutez, les Américains ont dit non. Je connais bien les Américains. Vous savez, les Américains n'ont qu'un seul allié en Afrique du Nord, c'est le Maroc. Ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien de leur faire des cadeaux. Les Américains ont un seul allié en Afrique du Nord, c'est le Maroc. C'est pas l'Algérie. C'est pour ça qu'ils ont voté contre. Et comme ils ont le droit de veto, la résolution algérienne n'est pas passée. Les États-Unis ont opposé mardi 20 février 2024 leur veto à un projet de résolution présenté au nom des États arabes par l'Algérie et exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties à Gaza. Vous voyez, les Américains, en dépit de leur avoir donné 300 000 barils jour, c'est-à-dire 30% de la production algérienne de pétrole, ben ils vous ont dit « Niet, wello !» Ne comptez pas sur Washington pour que vous enregistriez un succès diplomatique. Hors de question. Et parce que les Américains, vous savez, en Amérique, ils aiment la loyauté. Il faut choisir votre camp. Donc l'Algérie, ou bien elle est avec la Russie, ou bien elle est avec l'Amérique. On ne peut pas être au milieu, là. Vous savez, au milieu. C'est du béaba, ça. Ou bien on est avec la Russie, ou bien on est avec l'Amérique. Le Maroc est très clair. Le Maroc, depuis 1956, il est avec les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'ensuite, il a signé les accords d'Abraham en 2020 avec le génocidaire Benjamin Netanyahu. C'est clair. C'est machiavélique, mais c'est clair. Nous, on est avec la Russie, mais on fait une petite bise aux Américains. Non, il faut choisir son camp. Ou on est depuis le début avec les Américains, ou on est depuis le début avec les Russes. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas être gagnant sur tous les plans. Ça ne marche pas. En diplomatie, ça ne marche pas. Il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. C'est ce qu'on appelle la monogamie diplomatique. Ah, je sais que dans le monde musulman, on aime bien la polygamie, voilà, plusieurs femmes. Ça ne marche pas en diplomatie. Il faut choisir son camp. Ou bien vous êtes avec personne. Voilà, ça aussi, c'est un camp. Donc, on a le choix. Ou bien on est avec la Russie, ou bien on est avec les États-Unis, ou bien on est avec personne. Et dans ce cas-là, si on est avec personne, il faut constituer un bloc autour de nous. Je ne sais pas, le bloc africain, le bloc de la Ligue arabe, le bloc de la Méditerranée, le bloc, je ne sais pas moi, des États musulmans. Il faut choisir. On ne peut pas être un jour avec l'un, un jour avec l'autre. Ça ne marche pas, ça. Mais ça, c'est du b.a.-ba qu'on apprend dans toutes les écoles de diplomatie. Je ne vais pas vous faire un cours de diplomatie quand même, non? N'est-ce pas, monsieur le général en chef, monsieur Ahmed Attab? Je sais qu'après 19 ans au chômage, je sais que vous avez beaucoup de mal, beaucoup de mal. Donc voilà, c'est pour ça que le 20 février 2024, eh ben, notre résolution, qui a quand même eu le soutien de 13 États au Conseil de sécurité, une abstention à la Grande-Bretagne, mais à cause du veto américain, ben, c'est pas passé. C'est pas passé. Mais au moins, là, à l'époque, ben, au moins l'Algérie a fait un effort. Pourquoi tout d'un coup, elle ne veut plus participer après? Hein? Un an après, un an et demi après, pourquoi on ne participe pas? Ah, il faut jouer le jeu. Hein. Vous savez, en politique, c'est comme au football. Hein. On n'est pas obligé de gagner tout le temps. Hein. Un jour on gagne, un jour on perd. Voilà, on gagnait à l'époque parce qu'on avait des ténors, on avait des grands de la diplomatie. Vous croyez que s'il y avait Mohamed Siddiq Ben Yahya, Hayy, Rabbi Yarhamou, vous croyez qu'on aurait échoué à convaincre les Américains? Vous savez ce qu'il leur aurait dit? Il leur aurait dit, écoutez, c'est quand même l'Algérie qui vous a aidé à libérer les 52 diplomates. Vous pouvez au moins être reconnaissant. C'est pas Ahmed Attaf qui a libéré les otages, les diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran. Vous savez, à un moment donné, la diplomatie, c'est comme le football. Si vous mettez des amateurs, ben vous avez 14 à 0. Ben oui, 14 à 0. C'est ce qui nous est arrivé. Parce qu'on a des amateurs au plus haut niveau de la diplomatie algérienne. Voilà, on a eu 14 à 0. Voilà. 14 à 0. On ne s'est même pas battu. Vous savez, en football, ou bien on joue l'attaque, ou bien on joue la défense. Nous, on a joué ni l'attaque, ni la défense. On a joué le harba, comme un harrag. Vous savez, parfois, aux Jeux Olympiques, vous avez souvent des sportifs
qui profitent des Jeux Olympiques, ben, aller sans retour. Nous, on a fait exactement pareil. On a été des harragas diplomatiques. Voilà ce qu'a fait l'Algérie le 31 octobre. On a fait de la harga diplomatique. Harbna. On a été élus par 184 États sur 193 pour être membre non permanent des Nations Unies. Et le 31 octobre 2025, donc à 2 mois de notre expulsion programmée du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh ben haragna, harbna. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on honore la mémoire des 1,5 million de shahids. Rabbi yarhamhum, des shuhada, Rabbi yarhamhum, de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect flagrant. Flagrant. Mais à vrai dire, cette tragédie, cette déflagration, ce tremblement de terre de 14-0, bah, il était prévisible depuis longtemps, vous savez. Déjà sous le général en chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Ramabra, celui qui s'est endormi lors d'une conférence de presse organisée à Doha par le président de la République. Bah, déjà, il y avait les États-Unis en 2020 qui avaient décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, et récemment, il y a eu la Grande-Bretagne, le Ghana, le Portugal. Donc, c'était prévisible. C'était prévisible. Donc, la déroute était annoncée. Pourquoi elle était annoncée? Car les responsables de la diplomatie algérienne non seulement souffrent du déni de réalité, mais sont frappés de médiocrité. Vous savez, c'est quoi la médiocrité? Je vous ai pris le dictionnaire Larousse. Alors, gentiment, hein. Alors, médiocre. C'est quoi quelqu'un de médiocre? Ça vient du latin mediocris, qui tient le milieu. Il est là, au milieu, là, comme ça. Mais le sens réel, c'est quelqu'un qui est sans éclat, sans grand intérêt, qui ne brille pas. Une carrière médiocre, un film de médiocre intérêt. Et ça, sans éclat, il n'y a rien. Dont les capacités intellectuelles sont faibles. Quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles faibles, dont l'esprit est mesquin, étroit, c'est-à-dire tout petit, tout petit. Un type médiocre, un diplomate médiocre. Par exemple, on dit que ce sont des médiocres qui sont au pouvoir ou qui sont à la tête de la diplomatie algérienne. Ce qui est médiocre, c'est aussi un travail en dessous du médiocre, c'est-à-dire en dessous de ce qui est admis, c'est moins de 10, moins de 10. D'ailleurs, ils prennent l'exemple de un exemple mathématique, quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un qui est très en dessous de la moyenne, très en dessous de 10, très, qui est insuffisant. Ça fait mal, hein? C'est pas moi qui le dis, regardez. C'est le Larousse qui dit. C'est ça le médiocre. Et la diplomatie algérienne, elle est frappée de médiocrité, très en dessous de la moyenne. C'est pour ça que, comme on n'avait pas d'argument à porter aux 14 autres membres du Conseil de sécurité, comme on n'était pas capable de convaincre, de persuader de la justesse de la position algérienne, on n'était pas capable de créer un consensus autour de la doctrine onusienne derrière laquelle se drape notre représentant algérien à l'ONU. Et finalement, on a dit, puisqu'on n'arrive pas à convaincre, Harbo, on a fui comme des voleurs. Comme des voleurs. On a fui. Notre diplomate a fui le Conseil de sécurité, alors que 184 pays avaient voté pour qu'il soit présent au Conseil de sécurité. Nous avons fui comme des voleurs. Comme ceux qui ont volé les bijoux au musée du Louvre, et vous avez vu le pataquès qu'il y a eu dans les médias du monde entier. Et moi, j'ai prié pour pas qu'il y ait un Algérien. Et ben non, il y avait un Algérien. C'est terrible ce qui se passe. Terrible. Terrible. Mais à vrai dire, le général en chef de la diplomatie algérienne, ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'est pas capable, qu'il est médiocre.
Article de TSA, journal algérien, 29 août 2023. Niger, BRICS, France. Ahmed Attaf détaille l'approche algérienne. C'est que des échecs, que des échecs. Vous savez qu'en 2023, on a été éjecté des BRICS. Entre-temps, le Niger et le Mali, le Burkina Faso, en solidarité avec l'affaire du drone, en solidarité avec le Mali, a décidé de rappeler son ambassadeur. On n'a plus de contact diplomatique. La France, vous savez qu'on est en crise ouverte entre Paris et Alger depuis le 30 juillet 2024, notamment à cause de la décision unilatérale du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Là aussi, on n'a pas eu d'argument. Vous vous rendez compte, on se fâche avec un des 5 membres du Conseil de sécurité, sans argument. Comme on n'est pas capable d'argumenter, de convaincre, on se fâche. Allez, aïe, le troll, SF, le troll bled. C'est ça la diplomatie aujourd'hui? Waouh. Donc on s'est fâché avec la France, membre permanent du Conseil de sécurité. On s'est fâché avec la Russie, notamment avec l'affaire malienne. On s'est fâché avec la Chine. Tous les deux ne nous ont pas soutenus pour entrer dans les BRICS. Avec les Américains, on se fâche. Hein. On n'est pas capable de les convaincre. Vous vous rendez compte? Pour imposer un cessez-le-feu humanitaire, on n'a pas été capable de les convaincre. Et puis l'Angleterre, vous avez vu, on n'a pas réussi à les convaincre. On n'a pas réussi. Mais quand on fait de la diplomatie, normalement on ne se fâche pas avec les grands. Vous vous rendez compte? Vous croyez que l'Algérie aujourd'hui peut se payer le luxe de se fâcher avec un des 5 membres du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto, c'est-à-dire le droit de vie ou de mort sur n'importe quelle résolution dans le monde? Mais c'est du b.a.-ba. On peut se fâcher avec 188 pays, mais on n'a pas le droit de se fâcher avec les 5. On n'a pas le droit, ni avec les États-Unis, ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec l'Angleterre, ni avec la France. Parce que si on se fâche avec un des 5, ou avec les 5, et lorsqu'on défend des résolutions, qui va nous soutenir? Il suffit d'un seul qui mette son droit de veto et ça ne marche pas. C'est ce qui nous est arrivé en février 2024. Voilà, on a eu le veto américain, la résolution n'est pas passée, et le nombre de morts a continué à s'accumuler à Gaza. Mais c'est du b.a.-ba. Vous savez, les 5, c'est une ligne rouge. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils ont le droit de vie ou de mort sur toutes les résolutions au sein du Conseil de sécurité. Le droit de vie ou de mort. Donc, c'est un principe. Quand on est diplomate, on ne se fâche jamais avec un des 5. On peut être en opposition, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de pratiquer la politique de la chaise vide comme on le fait notamment à Paris depuis le 30 juillet 2024. C'est ce qu'on appelle de l'irresponsabilité diplomatique. Donc vous voyez, notre général en chef de la diplomatie algérienne, le 29 août 2023, regardez, Niger, BRICS, France, les 3 là, il a échoué. Mali, il a échoué. L'Union européenne, il a échoué, puisque l'Union européenne a décidé d'utiliser l'arbitrage international contre l'Algérie. Le Sahara occidental, on a échoué. Le Gaza, on a échoué. On a échoué sur toute la ligne avec ce général en chef. Mais nous, on continue. On continue. Vous avez vu, le 29 septembre, ça fait quoi? 1 mois et 3 jours. Algérie-Mali, toujours TSA. Hein. Je fais de la pub à TSA. Pourquoi Attaf a fustigé les putschistes de Bamako à l'ONU? Il était fier. Hein. Voilà. Notre ministre des Affaires étrangères a échangé des insultes devant la terre entière avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Voilà. Il était fier. Il était très très fier de répondre à des insultes par des insultes. Très très fier. 29 septembre 2025. Au lieu de convaincre les 14 autres membres du Conseil de sécurité à l'approche du vote au sujet de la question du Sahara occidental, non, il a préféré, costume, cravate, drapeau algérien, échanger des invectives avec son homologue malien. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'enfantillage, de l'amateurisme, de la médiocrité, de la nullité de ceux qui sont en charge de la diplomatie algérienne aujourd'hui? Il était fier. Puis la presse algérienne était très fière. Voilà, le ministre des Affaires étrangères algérien a répondu au tac aux invectives du Mali. Mais c'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie, voyons. Surtout que le dossier le plus important en dehors de la Palestine, c'est le Sahara.
qui a été traité un mois après, le 31 octobre 2025. Waouh. Alors vous avez remarqué que dans les différents membres que je viens de vous citer, les membres non permanents du Conseil de sécurité, je vous ai parlé des pays africains, hein, parce que c'est normal de parler des pays africains, la Somalie, Sierra Leone. Mais il y a aussi des petits pays, normalement, on avait de bonnes relations. On est où est-ce qu'il est? Où est-il? Ça vous dit quelque chose? La Slovénie. Journal Al24 News. Attaf, les relations bilatérales entre l'Algérie et la Slovénie connaissent un bond qualitatif. 31 août 2024. Vous vous rendez compte? Bond qualitatif. C'est beau, hein? Regardez. Donc normalement, quand on a d'excellentes relations comme ça avec la Slovénie, bah, au moins la Slovénie aurait pu voter contre la résolution américaine qui, d'après la diplomatie algérienne, était très en deçà. C'est bien ça, très en deçà des attentes de l'Algérie. La Slovénie, regardez, je vais vous la montrer. Voilà qu'est la Slovénie. Voilà, la Slovénie, elle est là, elle fait partie des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. Mais la Slovénie, elle a voté la proposition américaine. Normalement, elle aurait dû voter contre, comme l'Algérie, mais même l'Algérie n'a pas voté. Donc comment voulez-vous que la Slovénie vote contre, alors que l'Algérie a pratiqué la politique de la chaise vide, comme à l'ambassade d'Algérie à Paris? Vous vous rendez compte ce qu'il a dit en août 2024? Alors les Algériens l'ont cru sur parole, parce que c'était dans la chaîne Al24 News. Ben oui, nous on fait confiance. Ben oui, le populisme, la propagande, tout ça, ça marche bien en Algérie. Hein, on a l'impression qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. Ben regardez ce qu'il a dit. Il a dit les relations bilatérales entre l'Algérie et la Slovénie connaissent un bond qualitatif. Donc, normalement, ça veut dire qu'on a la Slovénie dans la poche. C'est bien ça, non? Bon qualitatif. Regardez, site du ministère des Affaires étrangères algérien. Chargé par le président de la République, M. Attaf entame une visite de travail en République de Slovénie. Masha'Allah, regardez. Site officiel. Regardez, il est même parti voir le président, le chef de la diplomatie. Regardez, là. Donc, normalement, c'est bon. Hein, donc, le président lui a fait confiance. Et il a entamé une visite de travail en Slovénie. Il a des entretiens bilatéraux avec des hauts responsables slovènes pour évoquer les voies de consolider les relations de coopération, de partenariat et de renforcer le consensus politique entre les pays. Le consensus politique, c'est par exemple la question du Sahara. Regardez, je vais le mettre bien. Voilà. Renforcer le consensus politique entre les deux pays. Par exemple, le Sahara occidental ou Gaza. Ben oui, ils sont au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il faut se mettre d'accord. Ben oui. C'est le travail de base d'un diplomate, n'est-ce pas? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'était bien ça. En plus, il y a eu l'inauguration d'une ambassade d'Algérie à Alger. Donc c'est bien, il y a des relations. Il n'y aura pas que des petits fours, parce que les ambassades, c'est des petits fours, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Cocktail, champagne, gazouz hamoud. Oui, c'est bien d'ouvrir une ambassade, mais se mettre d'accord, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Sur les sujets qui tiennent à cœur l'Algérie. Voilà. Il y a une nouvelle ambassade slovène, Alger, masha'Allah. Écoutez, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que la Slovénie a soutenu la résolution américaine, et puis nous, bah, on n'était même pas là. On n'était même pas présent. C'est comme quelqu'un qui passe son baccalauréat et le jour du bac, ben, il ne vient pas. C'est ce qu'a fait l'Algérie. C'est ce qu'a fait le général en chef de la diplomatie algérienne, Mohamed Attaf. Le jour du bac, bah oui, tout le monde savait que le bac, c'était le 30 ou 31 octobre 2025, le bac diplomatique algérien sur le Sahara. Eh ben, il n'est pas venu. Donc, quand on ne vient pas, on a zéro. Zéro. Donc, c'est éliminatoire.
l'Algérie n'a pas obtenu son bac diplomatique sur le Sahara occidental au Conseil de sécurité du 31 octobre. Alors, il n'y a pas qu'avec la Slovénie qu'on a été nul. Ah oui, il faut appeler un chat, on a été nul. Monsieur Attaf reçoit l'envoyé spécial du président de la République fédérale de Somalie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines. C'est pompeux, hein. On dirait un général. Général de division, général de ci, général de ça. Ouais, l'intitulé de nos ministres, oh là là, c'est tout un... C'est 5 lignes. Donc, le ministre d'État, M. Ahmed Attaf, a reçu jeudi au siège du ministère l'envoyé spécial du président de la République fédérale de Somalie, M. Dahir Mohamed Guelleh. La rencontre a permis d'examiner l'état et les perspectives de renforcement des relations algéro-somaliennes dans des régions d'appartenance des deux pays frères, en prévision de l'admission de la République fédérale de Somalie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, normalement, on devait se mettre d'accord. Oui, on devait se mettre d'accord sur les positions des deux pays frères au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez, là, on les voit en train de discuter, les deux drapeaux. كما نقولوا حنايا فريناها مع الصومال كما فريناها مع السلوفينيا فريناها. Oui, c'est officiel, regardez. C'est le site officiel du ministère des Affaires étrangères. Hein. Site officiel du ministère des Affaires étrangères. Donc, normalement, c'était réglé. Réglé. Ben oui, réglé. Et puis Attaf a reçu son homologue somalien il n'y a pas longtemps, 10 août 2025, regardez. Il a reçu, le général en chef, M. Ahmed Attaf, il a reçu son homologue, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, somalien. Bon, c'est vrai qu'il ne sourit pas, hein. Là on voit bien qu'il ne sourit pas, là. Hein. Là, il ne regarde même pas le photographe. Ça ne présageait pas quelque chose de bon, hein, ceux qui savent lire un peu les visages, regardez les visages. Ouais, 10 août 2025. Donc normalement, Ferina, hein. Le ministre d'État a reçu, ok, oh là là, je vous ai surligné pas mal là. Hein. Allez, je suis obligé de travailler mes sujets à chaque fois, sinon vous allez dire que je mens. Moi je mens pas, c'est officiel ça, attention. Bon, site officiel, hein, site officiel du ministère des Affaires étrangères. Alors, bismillah. Donc, alors, cette rencontre a permis de renouveler l'engagement de l'Algérie de soutenir les efforts de la direction somalienne visant à renforcer les bases de la sécurité, stabilité et du développement, tant au plan bilatéral que par la position de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité onusien et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc on a du poids, nous, hein, mais au Conseil de sécurité à l'ONU et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc Jazer ou Wadariba, n'est-ce pas? Ok, bah c'est bien. Et en plus, il y a eu la signature de 3 textes juridiques, donc c'est sérieux juridique, hein, visant à créer une commission intergouvernementale, à mettre en place un mécanisme de consultation politique, c'est-à-dire une shawru ba'd-ba'd, c'est-à-dire que la Somalie, avant de prendre une décision, va en parler à l'Algérie, l'Algérie, avant de prendre une décision, va en parler à la Somalie. Donc ça c'est bien, ça. Attendez, c'est magnifique. Et encourager, écoutez-moi bien, là c'est la meilleure, le nec plus ultra, et encourager la coopération dans le domaine de la formation des diplomates. Alors là, c'est magnifique. Donc l'Algérie et la Somalie ont signé donc un accord juridique sur la formation des diplomates somaliens. Ben oui, parce que pour l'Algérie, les Somaliens ne savent pas faire de la diplomatie. Ben oui, Ahmed Attaf, général en chef de la diplomatie algérienne, a dit, oui, nous, on va vous former, on va former vos diplomates. Voilà, 10 août 2025. On va former des diplomates. Écoutez-moi bien. Concernant la coopération multilatérale, les entretiens ont permis d'affirmer l'engagement des deux parties à assurer un plus haut niveau de coordination durant leur mandat actuel au Conseil de sécurité onusien et ce au service des causes arabes, c'est-à-dire Palestine et Sahara occidental. Regardez. Haut niveau de coordination au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout ça, khorti fa khorti. Regardez ce qui s'est passé. La Somalie ne s'est pas coordonnée avec l'Algérie. Ben oui, on est tellement nuls. Et la Somalie a voté la résolution américaine, sans aucune coordination avec M. Ahmed Attaf. Zéro. Et donc, normalement, c'est l'Algérie qui forme les diplomates algériens. Ah bon?
L'Algérie voulait former des diplomates somaliens qui ont soutenu la résolution américaine. C'est ce qu'on appelle la diplomatie, le degré zéro de la diplomatie. Tout ça, c'est des mensonges. Vous voyez, tout ce qui est publié, en tout cas, sur ces questions-là, par le ministère des Affaires étrangères, c'est du mensonge, mais alors radical. Comment peuvent-ils mentir au peuple algérien alors que les faits nous ont montré que tout ça est faux? La Slovénie et la Somalie ont signé la résolution américaine contre l'Algérie. Donc, le ministre des Affaires étrangères a menti au peuple algérien. Site officiel du ministère des Affaires étrangères. Site officiel. Tout ça, ce sont des mensonges. Tout ça. Car la culture du mensonge, ça fait partie de l'ADN des dirigeants de la diplomatie algérienne. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Vous voyez? Officiel, tout ça. Et ces mensonges-là ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. Ouais. Il est où le bon qualitatif avec la Slovénie? Voilà. Mais nous, on adore les fechlines. On adore les losers. Vous savez ce que c'est quoi un loser? C'est quelqu'un qui perd tout le temps. C'est comme Belmadi. Mesquine, j'aime beaucoup Belmadi. Vous savez, il est de Champigny, en région parisienne, pas très loin de Choisy-le-Roi, là où j'ai vécu pendant 25 ans. Il nous a fait rêver en remportant la Coupe d'Afrique en 2019. J'étais au stade, plutôt, j'étais avant l'entrée du stade au Caire. Vous savez qu'à l'époque, le président provisoire algérien avait donné l'ordre de ne pas me laisser entrer au stade, vous vous rendez compte? Donc bref, j'ai vu ça sur mon téléphone, la victoire de l'Algérie est incroyable, et donc l'Algérie était devenue championne d'Afrique, mais après, à 3 reprises, il a échoué à nous faire qualifier, et à la Coupe d'Afrique, et pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Donc au bout de 3 fois, bah, ça suffit. Là, le général en chef de la diplomatie algérienne, il a échoué avec les BRICS, il échoue avec la France, il échoue avec l'Union européenne, il échoue avec le Gaza, il échoue avec le Sahara occidental. Bzaf. Il échoue avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Ça fait 8 échecs. 8 échecs, bzaf. Moi, franchement, je ne comprends pas notre président. Moi, je le respecte beaucoup, le président. Vous le savez, il m'a accordé 3 grâces pour sortir de prison. Mais je ne comprends pas pourquoi Rached Fehad Insen, qui était au chômage pendant 19 ans, il n'a aucun réseau, ce monsieur. Et là, je réponds à des commentaires, que les choses soient claires. Je ne suis candidat à aucune nomination. C'est clair? Je ne suis candidat à aucune nomination. Je ne cherche aucun poste. Mais j'entends exercer ma liberté d'expression dans le respect, bien sûr, des sources vérifiables. Donc, je répète, je ne suis candidat à aucune nomination et à aucun poste. Je suis un démocrate. Le seul poste que j'accepterai, c'est le poste pour lequel je serai candidat lors d'une élection et sûrement pas pour une nomination. J'espère que c'est clair, car j'ai eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Je ne suis candidat pour aucune nomination. C'est clair? C'est net. Et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce monsieur a été 19 ans au chômage. Il n'a plus de contact. Il ne connaît plus personne. C'est pour ça qu'on a eu 14-0. 14-0 Conseil de sécurité. Parce que il n'a pas d'amis. Le seul ami qu'il ait, c'est le président de la République. C'est tout ce qu'il a. Bon, c'est important pour être ministre. Mais vous voyez bien qu'il est en train d'échouer à répétition, à répétition. Regardez. Algérie 24 News, propagande. Moi, j'aime beaucoup les journalistes Algérie 24 News, mais il faut arrêter de faire de la chita quand même. Attaf, les relations algéro-somaliennes sont historiques et puisent leur force des valeurs de solidarité et de confiance mutuelle. Regardez, vous imaginez comment on peut raconter des bêtises pareilles? Comment on peut raconter des bêtises pareilles? Vous imaginez? Regardez. Mais c'est honteux d'écrire ça. Honteux, honteux, honteux. Encore une fois, j'aime beaucoup les journalistes d'Al24 qui font de belles émissions. Ahmed Attaf a affirmé dimanche à Alger que les relations entre l'Algérie et la Somalie sont historiques et puisent leur force des valeurs unissant les deux pays que sont l'entente, la solidarité et la confiance mutuelle. Entente, solidarité et confiance mutuelle. Vous imaginez le niveau d'hypocrisie, de manipulation de l'opinion publique algérienne? Entente, solidarité et confiance mutuelle. Ah bon? S'il y avait de l'entente, de la solidarité, de la confiance mutuelle, pourquoi la Somalie n'a pas soutenu la position algérienne? La Somalie aurait pu ne pas participer au vote, comme l'Algérie, la Slovénie aussi. Mais comme tout ça, c'est
Khorti fi khorti, bah, on ment au peuple algérien, adi, parce qu'il n'y a personne qui va relever. Oui, personne qui va relever. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes en train de perdre la bataille du Sahara occidental. Et oui, parce que monsieur le général-chef de la diplomatie algérienne ne veut pas reprendre mon idée de condominium de double souveraineté et de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental, encadré par 2 référendums. Ah, je barre, parce que pour lui, c'est insultant. Il va dire, comment ça se fait? Je ne vais pas donner de la crédibilité à Rachid Nikaz, mais vous serez obligé, tôt ou tard, vous savez. Tôt ou tard, vous serez obligé. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous obliger. C'est le président américain Donald Trump qui vous a donné 60 jours à vous et au Maroc pour signer un accord de paix. Un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc. Gestion de la diplomatie et des attentes des États-Unis. Ça, c'est le Washington Institute. Voilà, pour le Moyen-Orient. Washington Institute. Vous avez 60 jours. Et vous savez, vous pourrez jouer les cadors. Hein. Vous pourrez dire, ah non, nous on est souverains, nous on n'obéit à personne, nous on fait ce qu'on veut, on a un drapeau, on a un passeport. Oui, bien sûr, vous pouvez le dire, oui. Vous pouvez dire aussi qu'avec la Somalie, il y a une entente, une confiance, une solidarité. Oui, bien sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous ne résisterez pas au forcing américain. Trump, c'est pas Biden, hein, c'est pas Obama. Trump, il lâche. Trump, mais il lâche Trump. Je vais vous montrer pourquoi il lâche. Vous savez ce qu'il a fait, Trump, par rapport au Venezuela? Ça fait longtemps qu'avec Hugo Chavez, Maduro, vous savez, comme avec Castro à Cuba et Kennedy. Mais là, Trump, il a dit, ça suffit la plaisanterie. Trump a autorisé la CIA, c'est-à-dire les services secrets américains, à mener des opérations au Venezuela. Vous imaginez? Il n'y a ni droit international, ni doctrine onusienne, il y a Wello, il y a القوي يغلب الضعيف. Ça s'appelle la loi de la jungle. Donc quand Ahmed Attaf, ou son représentant à ONU qui dit oui, ce n'est pas conforme à la doctrine onusienne, il n'y a pas d'ONU, il n'y a rien. Il y a القوي يغلب الضعيف. القوي, c'est Trump. Trump a autorisé la CIA, il ne se cache pas, hein, il se cache pas, عيناني واللي ما عجبوش الحال يقيس روحهم بالطاقة. Trump a autorisé la CIA à mener des opérations au Venezuela. Waouh! Et il dit clairement, hein, Washington accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro de diriger un vaste réseau de trafic de cocaïne. Waouh! Donc en gros, il veut déstabiliser, il veut éliminer le président vénézuélien. Oui, élimination directe. Et il y a eu déjà des frappes meurtrières de l'armée américaine sur des bateaux de contrebande de drogue présumée, dans les Caraïbes, qui ont déjà fait 27 morts. Maduro, il n'a pas dit, ah, l'ONU, Conseil de sécurité, il n'y a pas de droit international, il y a Wello, il y a la force. La loi, c'est la loi du plus fort, et rien d'autre, la loi du plus fort. À ce jour, l'armée américaine a déployé au moins 8 navires de combat dans la région, ainsi qu'un sous-marin. Elle dispose également de près de 10 000 soldats prêts à intervenir. Vous imaginez? Donc, quand Trump dit au Maroc et à l'Algérie, vous avez 60 jours pour signer un accord de paix, oui, vous pouvez ne pas le prendre au sérieux, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu comment se comporte le président américain. Il ne plaisante pas. Il ne plaisante pas. Mais vous pouvez toujours dire au peuple algérien, nous, on fait ce qu'on veut, on a la souveraineté, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pour ça qu'Arabna le Conseil de sécurité, c'est pour ça qu'on a fui comme des fugitifs du Conseil de sécurité. On n'a même pas osé voter contre la résolution américaine. On n'a même pas osé. Tellement on a peur, comme ça. On tremble comme ça. Après, le représentant algérien dit « Oui, on n'a pas participé au vote car c'était en deçà de nos attentes. » Mais quelle attente là, Wallo? كنت خايف ما عمي ترامب هذا ما كان الخوف برك. Eh, الخوف. La CIA contre le régime vénézuélien. Vous savez, si vous avez Trump plus la CIA contre Venezuela, moi, je ne donne pas cher de l'avenir de Nicolás Maduro. Bon, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Hein. Vous savez que le Venezuela, c'est nos amis. Hein. On a le même régime politique qu'au Venezuela. Le même copier-coller. État pétrolier, État corrompu et armée colonne vertébrale de l'État. Voilà.
Et lui, il n'a pas appelé l'ONU, Nicolas Maduro. Hein. Il a dit non, 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 je vais m'expliquer. Mais qu'elle explique, mais il a... Regardez, New York Times. L'administration Trump autorise les actions de la CIA contre le Venezuela. Ah, mais ça ne plaisante pas. Hein. Ça ne plaisante pas. New York Times, ça. Lisez, lisez. Le Monde, CIA officiellement autorisé à opérer au Venezuela. Vous savez, d'habitude, les Américains, quand ils font des actions secrètes, ils ne le disent pas. Regardez, quand il y a eu le coup d'État au Chili, le 11 septembre 1973, voilà, vous savez qu'un président a été tué, vous êtes au courant? Oui. Allende, Salvador Allende, vous connaissez, mesquine. Élu par le peuple chilien, hein. La CIA, allez, on massacre. Ils ont soutenu le général putschiste Pinochet, et c'est fini. Plus de démocratie, plus de socialisme, plus rien du tout. Quand ils ont financé l'opération Condor avec les dictatures d'Amérique latine, Uruguay, Paraguay, Argentine, Brésil, avec l'aide du général Ossares français, vous vous rendez compte, il y a eu plus de 50 000 disparus rien qu'en Chili. Opération Condor, 50 000 disparus. Les Américains ne plaisantent pas. Avant, c'était caché. Maintenant, c'est public. C'est public. Regardez, Le Monde, la CIA, officiellement, imaginez, autorisé à opérer au Venezuela. Officiellement et publiquement. Mais la bouche! Le gouvernement américain accuse le président Venezuela de diriger un vaste réseau de trafic de cocaïne. Waouh! Ah, ils disent ce qu'ils veulent, les Américains. Vous savez, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. C'est bien ça. Hein. Déjà, au large des côtes vénézuéliennes, la flotte américaine coule des embarcations qui transporteraient de la drogue. 16 octobre 2025. Je vous ai dit, ne plaisante pas. Trump ne plaisante pas. Mais il a il n'y a ni ONU, ni rien du tout. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas que le Venezuela qui l'a menacé. Regardez, hier, Donald Trump menace le Nigeria. Nigeria, c'est en africain, pas loin de l'Algérie. Hein. C'est pas loin. Hein. 220 millions d'habitants. Nous, on n'est que 47 millions, hein, dont 517 qui meurent chaque année en mer Méditerranée car l'Harbatzlek. C'est comme le représentant algérien à l'ONU. L'Harbatzlek. Donald Trump menace le Nigeria d'une action militaire. Il n'y a ni ONU ni rien. Hein, pour faire cesser le meurtre des chrétiens. Vous imaginez? Vous savez que le Nigeria, c'est moitié musulman, c'est dans le sud, et moitié musulman, c'est dans le nord. Vous savez, j'étais au Nigeria en 2013. Bah oui, j'ai participé à la libération de 4 Français chrétiens qui étaient détenus par Boko Haram. Vous savez que j'ai un peu de crédibilité avec les musulmans, vous êtes au courant. Mais oui, votre humble serviteur, c'était à Kano, avril 2013. Et oui, Kano, c'est au nord du Nigeria. Donc vous voyez, Donald Trump menace le Nigeria, plus grand pays d'Afrique en population, nous on est en taille, eux c'est en population, d'une action militaire pour faire cesser, c'est-à-dire pour faire arrêter les meurtres des chrétiens. Waouh! Le président américain a ordonné au ministère de la guerre de se préparer. Vous voyez, il n'y a ni doctrine onusienne, ni conseil de sécurité, ni rien du tout. Trump, 60 jours pour vous mettre d'accord avec les Marocains, alliés du génocidaire Netanyahou. 60 jours. Et si au bout de 60 jours, il n'y a rien, regardez ce qu'il fait. Est-ce que vous avez... Il n'en a pas parlé avant, Donald Trump, de ce qui se passe au Nigeria. Tout d'un coup, hop, vous savez qu'il y a des élections demain aux États-Unis. Des élections de mi-mandat. Vous êtes au courant. Il ne plaisante pas, le président américain. Il ne plaisante pas. Donc, continuez à jouer les capricieux, les enfants de 4 ans. Voilà, le général en chef de la diplomatie algérienne qui se permet de même pas participer au vote. Vote d'une résolution américaine. Vous savez comment il le prend, Donald Trump? Ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Je crois que vous ne connaissez pas les Américains. Vous savez, ça fait 28 ans que je vis l'Amérique au quotidien. Les gens pensent que moi, c'est la France. Mais la France, je suis juste né en France, c'est tout. Mais depuis 28 ans, je fais quoi? Navette. Je connais beaucoup mieux les Américains que les Français. Vous connaissez pas les responsables politiques américains? Ils ne plaisantent pas. Lisez, s'il vous plaît. Le président américain a ordonné au ministère de la Défense de se préparer. Pourtant, le Nigeria n'a rien fait aux États-Unis. Rien fait du tout.
Rien fait. C'est comme à Maduro. Maduro, il a rien fait. يهدر برك يهدر. Maduro, ما دار له والو. Ça, allez, c'est fini maintenant. Surtout que maintenant, le prix Nobel de la paix, c'est une Vénézuélienne, Madame Machado. Vous pouvez être sûr et certain qu'il ne va pas faire marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le président du Nigeria? Menace de Trump sur le Nigeria. Deux petits points. Le président du Nigeria, Tinubu, prêt à rencontrer son homologue américain pour discuter des meurtres des chrétiens. Donc, vous voyez, voilà, il se met à genoux et dit oui, 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 monsieur Donald Trump, oui, oui, je suis prêt à discuter avec vous. Vous voyez, menace? Il n'a pas dit c'est faux. Il a dit non, non, je suis prêt à discuter pour voir l'histoire des, des meurtres de chrétiens. Voilà, je suis prêt à discuter. Il n'a pas dénoncé. Le président du Nigeria n'a pas dénoncé les déclarations du président américain. Il n'a pas saisi l'ONU. Il a dit non, non, je suis prêt à discuter, je suis prêt à discuter. Et le Nigeria, c'est beaucoup plus fort que l'Algérie. Vous êtes quoi? 220 millions d'habitants. Nous, c'est 47 millions. Et dont une écrasante majorité de jeunes rêvent de partir à l'étranger. Donc, vous voyez, le sentiment national algérien, il est nakas, 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 nakas. Vous avez bien vu. الناس راهي تحرق في البحر السفير تاعنا فين يحرق؟ حرق مجلس الامن في الامم المتحده. Donc vous voyez la réponse du président du Nigeria? Très gentil, très calme. Il a dit le président Nigeria est prêt à rencontrer Donald Trump dans les jours qui viennent, a affirmé dimanche un chargé de communication de la présidence nigériane après la déclaration du président américain selon laquelle les États-Unis pourraient lancer une action militaire au Nigeria. Vous savez, si vous n'avez pas compris que le monde a changé, ben vous allez voir que le président américain, il est en train d'expliquer au monde entier qu'il ne plaisante pas. Et ça va durer comme ça au moins jusqu'en 2028. Donc, vous pouvez jouer les fiers, vous pouvez jouer les coqs, vous pouvez jouer les souverainistes. Le Nigeria n'a pas joué le coq avec Donald Trump. Maduro, il n'a pas joué le coq avec Donald Trump. Donc, moi, je vous le dis, si vous ne reprenez pas mon idée de double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans au Sahara occidental, Donald Trump va vous obliger, je dis bien va vous obliger à reconnaître le plan d'autonomie marocain. Et vous ne gagnerez rien et vous aurez trahi la cause sahraoui que vous défendez depuis 50 ans. À vous de choisir. Je vous ai dit le 25 octobre, vous avez le choix entre l'humiliation ou l'humilité. L'humiliation, c'est ce qui vous est arrivé avec 14-0 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est l'humiliation. Et l'humilité, c'est de reprendre à votre compte, notamment le Polisario, ma proposition d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc au Sahara occidental pendant 10 ans. Voilà. Et comme je suis fin diplomate, il faudra dire que nous soutenons à 100% la proposition d'autonomie au Sahara occidental présentée par le Maroc dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. Comme ça, vous ne serez pas en porte-à-faux avec la résolution américaine concernant le Sahara occidental qui a été votée 14-0 le 31 octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ou bien vous voulez jouer les fiers, les arrogants, les suffisants, et dans ce cas-là, vous allez couler, je dis bien couler, ou bien vous allez jouer la carte de l'humilité, et là peut-être que vous allez préserver l'honneur algérien. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم شوية.